Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé. Et aujourd'hui, j'avais le goût de revenir dans une petite vidéo découverte du mois. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo découverte sur mes lectures des derniers temps, sur mes réceptions, qu'est-ce que j'ai découvert et tout ça. Et j'avais le goût de me replonger un peu dans cette pratique parce que je sais qu'elle était bien appréciée et que moi-même j'aime aussi partager ce que je découvre ici et là dans les tréfonds d'Internet ou ce que je reçois en version physique à la maison. Si vous écoutez cette vidéo au moment de sa sortie, nous sommes en juin 2025. Vous allez voir, c'est possible que dans les prochaines semaines, je fasse un peu moins de vidéos pour la simple et bonne raison que je vais être de l'autre côté de l'océan. Je vais être dans le vieux continent, plus précisément en Alsace, en Europe, chez la belle famille du côté de la conjointe à mon frère. Et donc, je vais possiblement sortir moins de vidéos. J'en ai quelques-unes en banque, quelques entrevues également. Mais d'ici là, profitez. Sinon, écoutez les autres vidéos. Kim va sortir beaucoup de choses. Elle a beaucoup de choses sur la planche. Et elle est très motivée à partager beaucoup de contenu. Mais je vais revenir, ne vous inquiétez pas. Ce n'est que temporaire. Ça va prendre quelques semaines tout au plus. Alors, j'avais comme un peu envie de terminer, si on veut, cette période pré-vacances ou pré-départ avec justement un petit partage de mes lectures, qu'est-ce que j'ai découvert durant les derniers mois, qu'est-ce que j'ai lu, que je n'ai jamais encore mentionné ou présenté dans une vidéo. Alors on va commencer assez simplement parce que j'en ai plusieurs en version physique. Et oui, j'ai reçu plusieurs contenus en version physique et on va commencer avec The Expedition Log, écrit et illustré par Niklas Wisted de Pat's Pellicular et écrit avec un contenu additionnel écrit par André Novoa. En fait, j'ai reçu, à ma grande surprise, je vais le mentionner parce que c'est important, parce que ça demeure que c'est un cadeau. En fait, j'ai reçu un paquet à la maison d'une entreprise que j'aime beaucoup, Games Omnivorous, et je ne m'y attendais pas du tout. Je m'attendais vraiment pas à recevoir quelque chose d'eux. J'avais rien commandé, j'avais rien demandé. Et André Novoa, lui qui est à la tête de Game Omnivorous, pour simplement me remercier de faire la promotion souvent des produits, on va dire de parler si positivement des différentes choses qui sortent de cette boîte-là, de cette petite boîte italienne d'ailleurs. Eh bien, il voulait me remercier en m'envoyant quelques petites sorties nouvelles qu'ils ont eues et j'avais le goût en fait de vous les présenter et justement, Expedition Log en fait partie. Fichu de bel ouvrage. Écoutez, ça peut pas avoir plus l'air d'être un journal d'exploration que vous trouvez sur le bord d'un vieux ruisseau humide dans une jungle luxuriante. Là, vous voyez il est couvert de faux sang. Les pages à l'intérieur, ça s'ouvre en craquant. C'est vraiment difficile à ouvrir. La reliure, eh bien, la couverture sur le dessus, c'est comme une espèce de tissu tressé qui rappelle un peu une poche de jute avec tout brodé à la main. Ça doit coûter une fortune à faire, ce fichu livre-là. Et qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Eh bien, c'est un ouvrage, en fait, d'inspiration. C'est pas un système en soi, c'est pas un jeu complet non plus. C'est un carnet de voyage fictif qui est inspiré par des œuvres d'un cartographe et créateur dans l'univers de Pat Pellicular. Pat Pellicular qui est un illustrateur, justement, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, monsieur Niklas Wisted. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais j'espère que oui. Et ainsi, on suit en fait les écrits, les commentaires, les avis de l'explorateur qui nous fait part, qui nous mentionne en fait de ces différentes des expéditions qui vont aller absolument dans tous les sens et qui sont fichtrement sont vraiment illustrées de toute beauté. Juste pour vous montrer un peu à l'intérieur, Pat Pellicular, vous avez sûrement déjà vu des illustrations de lui ici et là parce que il y a beaucoup de choses de lui qui circulent sur les internets. Juste pour vous montrer, j'essaie d'en trouver un comme ça, là. Ancient and Dreadful, une espèce de petite ruine qu'il a trouvée. Et ça ressemble un peu à ceci, pour les gens qui nous écoutent avec le visuel Ancient and Dreadful. Et là, il est marqué jour 39 avec une description, en fait, de sa découverte, de sa recherche. Et je pourrais même juste vous montrer un peu à quoi ça ressemble à niveau écriture, là. C'est, mettons que je trouve un petit quelque chose là, qui va être assez facile et rapide à traduire à la volée, comme on dit. Ok, ouais, celui-là. The Ghoul Shaft. C'est comme des cryptes dans le désert. Jour 27. Nous avons pris refuge avec mon guide à un endroit qui est nommé le Ghoul Shaft.
Nous avons descendu dans les méandres sombres, remplis de squelettes de cet endroit maudit et froid comme la nuit. Durant mon sommeil, j'ai été réveillé par un cauchemar. J'entendais des sons, des voix qui me murmuraient à l'oreille et qui me souhaitaient ma mort. Mon guide m'a dit de ne pas m'inquiéter, mais je serais prêt à jurer que j'ai vraiment entendu des bruits, des gémissements et des complaintes provenant d'entre les murs de cet endroit. Peut-être était-ce plutôt le désert qui me jouait quelques tours. On s'est réveillé avec une odeur très forte de putréfaction. Donc, oui, inspiration pour des jeux de rôle, super beaux produits, disponibles chez Game Omniverse. Encore une fois, un grand merci. En fait, du cadeau. Je ne m'attendais pas du tout et c'est très apprécié. Super beau produit. On continue avec un produit, virtuel, numérique, de notre cher Gulix, lui qui s'est occupé de la traduction, entre autres, de, voyons, j'ai comme des blancs, Brindlewood Bay, et des autres jeux qui fonctionnent aussi avec le Brindlewood System comme Public Access, par exemple. Un créateur, un designer que j'apprécie beaucoup, et qui a sorti un petit jeu très drôle que j'ai beaucoup apprécié, ma courte lecture, qui s'appelle L'abbé, Labère et... L'abbé, la bière. J'ai de la misère à le dire. L'abbé, la bière, la bière. C'est un jeu de rôle pour 3 personnes, pas une de plus, pas une de moins. La petite prémisse, c'est la suivante. Hier soir, dans le pays des Abers, l'abbé a abusé de bonne bière locale et s'en est allé à pied, se perdant en chemin. Pour gagner du temps, il décida de traverser l'Aber en empruntant ce vieux pont de pierre que les gens du cru surnomment le pont Crac ou le pont du diable. Ce matin, le réveil est difficile. Les sueurs de l'abbé sont-elles dues à l'excès de la veille ou à cette étrange vision qui reste tapie dans le coin de son esprit, de cette rencontre sur ce vieux pont de pierre et d'une promesse qui aurait été faite? Une personne joue l'abbé, elle prend la fiche correspondante, elle dirige les pas du personnage principal dans l'histoire. Une personne joue l'Aber, elle prend la fiche correspondante et elle incarne l'environnement, décrit les lieux, joue avec le flux des marées, vraiment l'environnement, l'endroit où se trouve l'abbé. Et finalement, une personne joue la bière. Elle prend la fiche correspondante, elle met en scène l'étrange, les hallucinations de l'abbé et les mystères du coin. Et l'objectif que tout le monde est de passer un agréable moment et d'avoir envie ensuite de passer dans le pays des Abers pour le découvrir en chair et en os. Et aussi répondre à cette fameuse question, qui l'abbé a-t-il vraiment rencontré sur le pont du diable et quelle promesse a été échangée? Donc c'est un petit jeu avec 3 fiches de personnages qui sont différentes, les 3 sur leur fonctionnement et sur les questions à se poser. Très simple, avec minimum de jets de dés possibles, quelques questionnements, quelques réflexions. Moi, j'adore ça. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. J'aime ça des jeux qui viennent en quelque sorte, comment je pourrais dire ça, limiter vraiment l'expérience à un nombre précis de personnes. Ça fonctionne à 3, ça fonctionne pas à 2, ça fonctionne pas à 4. Il faut être 3 pour jouer à l'abbé, la bière, la bière. Et juste les petits jeux de mots, la petite tournure de phrases, l'idée de pouvoir jouer avec l'environnement, d'incarner en fait des concepts abstraits et d'échanger entre nous pour pouvoir trouver en fait les raisons ou du moins les mystères entourant la conversation de l'abbé avec cette chose ou l'entité qu'il a rencontrée sur le pont du diable, ça m'a donné le goût à 100% de jouer ce jeu-là. C'est sûr que je vais le tenter durant mes vacances. Je ne connais pas du tout le pays de l'Aber. Zéro pin bar, mais je vais faire mes recherches. Donc, bravo Gulix, j'ai beaucoup aimé ça. On continue avec une autre découverte, encore une fois numérique. Il s'agit de Denmoon de DN... J'ai encore ça aussi, j'ai de la misère à le dire. DNGN Club. DNGN Club, ça se dit bien. Denmoon de DNGN Club. C'est un one-shot pour heure liminale, en anglais, inspiré de Silent Hill 2, un jeu qui, je trouve, va très bien dans la tangente liminale-esque. Et voici la prémisse. Nous sommes le 31 octobre 2003. Vous vous réveillez derrière le volant d'une voiture accidentée, votre tête vous lance de douleur. La lune brille d'une lueur rouge sang teintant le paysage de sa lumière cramoisie. La ville semble abandonnée. Vous ne vous souvenez plus de qui vous êtes, mais vous trouvez une note et une photographie dans votre poche. La photo d'une femme. À la vue de son visage vous noue l'estomac. Vous devez la sauver. La ville semble déserte alors que vous et vos compagnons vous y engagez à pied. Trouvez-la, trouvez une voiture, découvrez la vérité.
c'est très, très, très Silent Hill 2. Ça ne peut pas plus l'être que ça, je crois. À un certain point, ça pourrait littéralement être une version du jeu. J'aime beaucoup ça. On dirait qu'il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans les produits en fait de DNGN Club, c'est la mise en page. Les visuels sont vraiment cool. C'est souvent des collages, de la présentation avec vraiment comme des coupures de journaux, des choses comme ça, avec souvent des couleurs qui sont très flyées. Il y a beaucoup de clarté. Ça se lit très bien, c'est très clair. C'est aussi très court en soi, dans le sens qu'il y a les informations nécessaires. Et comme d'autres auteurs ou d'autres designers que j'apprécie beaucoup, on ne va pas nécessairement se perdre dans les méandres d'un texte qui n'en termine plus pour comprendre dans quoi est-ce qu'on s'embarque. C'est très clair à ce sens-là. Et je trouve qu'en fait, la seule chose que je pense que j'accroche un peu avec ce module-là, c'est que c'est comme mentionné pour être à plusieurs joueurs, alors que je trouve que c'est tellement une belle expérience pour un meneur et un joueur, découvrir vraiment l'endroit à la sauce Silent Hill 2, où on joue un seul personnage, du moins, la plupart du temps, là, on incarne seulement le personnage principal. Mais sinon, pour le reste, c'est vraiment de la très belle qualité. Si vous ne connaissiez pas, si vous ne connaissez pas en fait ce que fait DNGN Club, je vous conseille d'aller voir. Ils font beaucoup de contenu, souvent à saveur horrifique, mais pas que. Et pour horreur liminale, mais pas que. Ils font aussi d'autres choses, mais ils vont vraiment aller dans une belle qualité, autant dans l'écriture que dans la mise en page. Pour moi, c'est un tout que je trouve très convaincant et aussi très vendable, en quelque sorte. On continue avec une autre découverte physique qui me vient encore de Game Omnivorous, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. J'ai reçu un colis, donc il y avait plusieurs choses à l'intérieur. Il n'y avait pas que le petit log d'expédition. Il s'agit de Prismatic Wisdom de W.F. Smith. Et ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment un très chouette produit que propose Game Omnivorous. En gros, Prismatic Wisdom, c'est une compilation d'articles qui ont été publiés sur le blog Prismatic Wasteland entre 2021 et 2024. C'est une plongée kaléidoscopique dans le design du jeu de rôle sur table, avec des outils pratiques pour le monde OSR, mais pas que. Et ce qui était au départ, comme il mentionne dans la description de l'ouvrage, une série de réflexions simplement sur sa manière de jouer, sur sa manière de partager son envie du jeu de rôle, est devenu un ouvrage à grand format en couleur, avec des essais, des outils, des prises de position. À l'intérieur, en fait, de ce bouquin-là, là, vous allez trouver des outils pour faire des X-crawl, vous allez trouver des procédures pour, en fait, des mécaniques pour jouer de l'OSR, vous allez trouver des tables aléatoires, vous allez trouver des sortilèges et bien plus encore. Bien sûr, l'écriture est faite par W.F. Smith, qui est l'auteur du blog directement, et la mise en page, le design, est fait par un artiste que j'adore, qui est Guilherme Gontijo, qui a fait beaucoup de petits produits indépendants, numériques et aussi publiés. C'est pas la première fois qu'il fait des choses aussi avec Game Omnivorous. Et j'adore sa touche, parce que autant il peut, oui, illustrer, mais il est surtout dans la mise en page, il est surtout dans la prise, en fait, l'appropriation de produits ou d'œuvres culturelles qui sont libres de droit, et il va ramancher ça, modifier ça, changer ça, installer ça dans un coin, mettre de la couleur pour, au final, présenter un produit qui est de très haute qualité, de haute voltige, autant dans le contenu que dans le contenant. Et ce que je trouve vraiment intéressant, en fait, avec Prismatic Wisdom, c'est qu'on est un peu dans la même veine que Nock, on va dire ça comme ça, les fameux Nock, les livres des Mary Mushman, sauf qu'on demeure beaucoup plus cadré, c'est beaucoup plus serré, c'est beaucoup plus respecté, on est moins dans le fouillage, le cafouillage, dans l'espèce de bric-à-brac étrange, c'est plus centré, on va plus avoir des longs blocs de texte qui vont se suivre, mais ça en demeure pas moins que le contenu, ou du moins les propos qui sont mentionnés, sont vraiment intéressants, super inspirants, ça donne le goût d'en savoir plus, et je trouve ça intéressant, en fait je trouve ça pertinent d'avoir un ouvrage qui va un peu offrir des conseils comme le fait Nock, mais qui va tout de même avoir une approche un peu plus classique et qui pourrait peut-être satisfaire des gens qui étaient à la base refroidis par l'aspect très bric-à-brac, l'aspect très une poche que tu piges dedans puis tu sors quelque chose et là, poup, c'est un article de Nock à l'intérieur.
On est vraiment plus dans plus classique, cadré, bien présenté. Et je pense que ça peut peut-être attirer d'autres personnes vers ce style de produit-là. Donc un produit plus de conseil qui est une compilation de plusieurs choses, qui n'est pas uniquement genre juste pour comment animer telle aventure de D&D. Non, non, c'est vraiment pas ça. C'est beaucoup de choses sur plein de sujets différents, mais qui ont un lien avec le jeu de rôle, que ce soit des avis, que ce soit des conseils, que ce soit des outils. Moi, je ne peux que encourager les gens à jeter un coup d'œil au produit. C'est d'une très, très belle qualité. OK, juste pour vous donner un exemple, ici, il a sorti un article qui s'appelle Drinking Solution, qui est en fait des règles pour gérer l'alcool qui a sorti dans Barkeep on the Borderlands, qui était un de ses produits. Et à l'intérieur, en fait, c'est des tables aléatoires et aussi des manières de jouer. En fait, les répercussions d'être tipsy, d'être un peu sous ou d'être complètement fini raide sur l'alcool. D'ailleurs, je vous encourage à boire avec modération et aussi avec responsabilité. Et juste pour vous donner un exemple, mettons qu'on dit being tipsy, c'est-à-dire un personnage qui est juste un petit peu sous, pas beaucoup, il est juste un petit peu sous. Eh bien, ça va lui donner l'avantage sur ses jets de charisme. Et en plus de ça, il faut qu'il lance un dé qui s'appelle le Sobriety Die. Et ça, c'est un dé qui est réutilisé plus tard dans les autres mécaniques de cet article-là, où on lance pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on est dessus? C'est tellement bon. Par exemple, on lance un D6. C'est un D6. Si on a 6, eh bien, on est vibing. Ça veut dire qu'on est vraiment dedans, ça va super bien. On est juste un petit peu tipsy. On reste à la perfection sur la bonne ligne entre l'ivresse et le fait d'être encore totalement conscient de son environnement, ce qui permet à la personne de regagner un D6 points de vie. S'il y a 5, on est un peu dizzy, donc on commence à être mêlé un peu. On a des avantages sur ces jets de dextérité et pour le prochain tour, si on a 4, on est nauséeux, c'est-à-dire qu'on va commencer à avoir des gaz et roter et se sentir très mal. On va perdre 1 point de vie. Et là, je considère qu'on est encore tipsy, on est encore sur le seuil de la tipsiness. Et finalement, si on a entre 1 et 3, on est complètement inhibé par l'alcool et on devient sous. Et là, il y a une autre table sur qu'est-ce qui se passe quand on est sous-mort. Et une autre table après sur savoir qu'est-ce qui se passe quand on blackout. Qu'est-ce qui se passe quand on perd la carte, quand on est vraiment sous l'effet de l'alcool. Et aussi sur comment est-ce qu'on peut, redevenir H1 avec le temps. Comment est-ce qu'on peut dégriser, comme on dit. Donc oui, Prismatic Wisdom, une compilation d'articles vraiment chouettes qui se lisent vraiment bien si vous lisez l'anglais, bien entendu, parce qu'il y a quand même beaucoup de mots, beaucoup de propos. Mais c'est le genre de produit que ça serait vraiment cool que, par exemple, je dirais ça comme l'espèce de marque, la série, la gamme du fameux terrier de lapin, le Rabbit Hole de Arcane Asylum Publishing pourrait peut-être s'y pencher, ça pourrait être intéressant. J'ai l'impression que ça pourrait bien coordonner, ou du moins bien cadrer dans leur ligne éditoriale. Donc oui, Prismatic Wisdom chez Game Omnivorous. Et on continue avec, encore une fois, le dernier produit en fait que j'ai reçu de Game Omnivorous. Et ça, pour vrai, je comprends pas ce qui s'est passé avec André Nova. Là, il était bien partant en m'envoyant un paquet d'affaires et ça m'a vraiment surpris, mais surtout beaucoup touché et mis un peu mal à l'aise. Il m'a envoyé également un produit qui se nomme Boreal Frostland. Game Omnivorous a sorti une série d'outils avec des hexagones, des espèces de petites tuiles hexagonales qui permettent en fait de créer un territoire, créer un environnement selon certains thèmes et ainsi de jouer dans cet environnement-là dans le contexte d'un jeu de rôle non défini. C'est pas associé à un système précis, c'est OSR, vous le prenez comme vous voulez et vous pouvez vous baser sur qu'est-ce que vous découvrez sur les hexagones que vous retournez en prenant en considération le dessin qui est sur l'hexagone, mais aussi également une table ou plusieurs tables aléatoires qui sont présentes sur un écran de maître de jeu. Et j'ai reçu, en fait, le dernier qui ont sorti, qui se nomme Boreal Frostlands, que j'ai trouvé vraiment cool. Je pense que l'avoir eu dans un autre contexte, je l'aurais utilisé peut-être pour une campagne, qui sait. Et comme vous pouvez l'imaginer avec le nom, c'est en fait un contexte qui est beaucoup plus nordique, donc le froid. Il fait froid, on tente comme on peut de se réchauffer, et j'essaie de prendre le tout sans vraiment détruire l'ensemble de l'œuvre. Juste pour vous montrer,
Ici, j'ai l'écran du maître de jeu, qui est le Boreal Frostland. Et si on l'ouvre, comme ça, eh bien vous avez la superbe illustration qui fait le tour comme ça de l'écran en 3 volets. Et à l'intérieur, eh bien, on a plusieurs choses. On a en fait des tables de rencontres qui sont des tables de rencontres sur un terrain, des tables de rencontres qui sont aquatiques, des tables pour des trésors, des véhicules, la température, les effets négatifs d'avoir froid. Mettons qu'on a vraiment des blessures de froideur. Ensuite, il y a plusieurs rencontres aléatoires qui sont définies selon les tuiles qu'on peut piger. Je vais vous montrer les tuiles par après. Il y a également aussi une ville qui se nomme Iceberg City que vous pouvez découvrir et prendre le temps d'explorer, qui est proposée sans vraiment plus de description, mais que vous pouvez élaborer à partir des illustrations qui sont présentées sur la fiche en question. Je vais vous montrer. Ici, c'est Iceberg City, avec des super belles illustrations. Je pense que c'est Skull Fungus. Je n'ai même pas regardé, mais je suis pas mal sûr à 95% que le visuel est fait par Skull Fungus, qui est un illustrateur qui a fait affaire aussi par le passé avec Game Omniverse. Et c'est compact. Là. Il y a vraiment 1000 choses à voir sur cette place-là. Déjà, on peut apercevoir qu'il y a comme des combats d'animaux dans une espèce d'arène. Il y a 2 morses qui se battent. Là. Déjà, on le sait. Il y a une petite poche comme ceci qui vient avec l'ouvrage, qui est l'espèce de petite poche dans laquelle on peut mettre les hexagones qu'on pige au hasard. Et juste pour vous montrer les hexagones en question, c'est ceci. Donc, il y a des hexagones qu'on peut détacher, des hexes qui sont numérotés et qui permettent en fait de définir le terrain sur lequel les personnages vont se déplacer. Comme vous voyez ici, le petit X, ça c'est le numéro 7, ça représente une espèce de caverne de glace avec des pics très coupants et très dangereux. Et dans l'écran de maître, il y a des descriptions pour les X en question et qu'est-ce qu'on peut y rencontrer. Et moi, j'aime ça. J'adore ça, en fait. Je trouve que c'est vraiment un très chouette outil. Ils ont sorti une version également pour des déplacements plus maritimes, vraiment une ambiance d'eau classique, et aussi un territoire désertique. Et ils ont sorti le tout, en fait, dans une espèce de grosse box qui s'appelle le X-Crawl Toolkit, il me semble, où est-ce qu'on a l'ensemble de l'œuvre. On a tout ce que ça prend, tout ce qui compte. Et il y a même des petits... voyez-vous, il y a même 2 petits... c'est vraiment cool, ça. Il y a 2 petites aventures qui viennent avec l'ensemble, ça s'appelle Cave of Tau, qui est comme un petit dépliant. Moi, j'aime ça, les petites aventures dans dépliants, où est-ce qu'il y a une petite aventure OSR avec une petite caverne, des petites descriptions, des petites présentations, qu'est-ce qu'on peut y trouver. Et l'autre, c'est The Temple of the Penguin God, donc vraiment une divinité pingouin qui est d'une monstruosité sans nom et qu'on peut rencontrer et peut-être même explorer si nos joueurs sont assez courageux pour le faire. Donc, oui, encore une fois, disponible chez Game Omniverse, cette fois-ci pour ce fameux Boreal Frostland, donc les endroits nordiques et dangereux, qui est selon moi un must pour les fans comme moi de table aléatoire, d'OSR et de génération procédurale. Donc vraiment générer quelque chose qu'on sait pas trop vers quoi on s'enligne ou vers où, même s'il y a un thème ou du moins une ligne directrice, un fil rouge qui nous permet de garder une certaine logique dans ce qui se déroule en jeu. Moi, je pense que ça peut vraiment en intéresser plusieurs, et si jamais ça vous intéresse, bien sûr, tous les liens vont être dans la description de cette vidéo pour les différents produits que j'ai mentionnés dans cette capsule. Et finalement, mon dernier, je pense, produit physique, cette fois-ci, que j'ai reçu, qui n'est pas un cadeau, que je suis financé de mes poches, tel le goujat que je suis. Il s'agit de WHPA 13, donc WHPA 13 de Jouet Royal. Et ça, mes amis, là, je le tiens ici dans mes mains pour la version qui est sortie sur BakerKit en financement participatif. Ça faisait partie de mes produits les plus attendus de 2025. Et je dois vous avouer que je ne suis pas déçu. C'est tellement niché, mais c'est tellement bon. Et
j'aime tellement ça, mais j'ai de la misère à comme le vendre parce que je me rends compte que c'est vraiment pas un produit qui en intéresse une majorité. Mais ceux qui aiment ça, comme moi, aiment beaucoup ça. Et en fait, qu'est-ce que c'est le WHPA 13 Fairhaven? C'est en fait, vous êtes des animateurs de la télé communautaire. Vous êtes des animateurs de shows un peu étranges et vous devez enquêter sur des mystères surnaturels qui se déroulent dans votre petite ville, la ville de Fairhaven, et faire ainsi des comptes rendus lors de vos émissions hebdomadaires. Et le WHPA, on traduit ça par le Weird Heroes of Public Access, donc les héros bizarres, les héros bizarres de la télé locale, de la télé communautaire. Et ne pas confondre avec Public Access, d'ailleurs, c'est pas du tout le même jeu de rôle, bien que ça vient taper sur certains thèmes communs. Dans ce jeu-là, qui fonctionne avec un système D6 vraiment simple, pour vrai, vous lancez que des D6 et vous essayez d'avoir le plus haut possible sur un dé ou plusieurs afin de réussir les actions que vous souhaitez entreprendre. Eh bien, c'est ça. Vous tentez de résoudre des mystères qui sont associés, ou qui, du moins qui se déroulent à l'intérieur de votre petit village qui est Fairhaven. Et dans ce livre-là de 100 pages, vous avez tout ce que vous avez besoin. Donc, les règles complètes pour jouer le jeu, une sélection d'histoires étranges et on va dire d'accroches de scénarios pour vous lancer dans les enquêtes. Il y a un guide pour le directeur de la station WHPA, donc le meneur de jeu, c'est le directeur de la station, et aussi 20 pages de contenu inédit qu'il n'avait pas dans la version de base. La version de base que j'ai aussi quelque part ici dans mon bordel sans fin. Ah, ici. Allez, ici. Celui-là ici. Oup, la version de base du jeu. Et voyez-vous, c'est vraiment, ça ne dit rien comme ça. Là. Dans les raisons qui expliquent mon grand amour pour Weird Heroes of Public Access, c'est le fait que le jeu en soi, c'est un produit de cœur. C'est un cri d'amour pour la télé communautaire. Et l'auteur du jeu, Joey Royal, que j'adore pour tous les jeux qu'il a sortis, il a fait des modules pour DCC, il a fait Public Access. Son objectif à lui, c'est de vraiment célébrer cette créativité-là, l'audace des héros méconnus des ondes communautaires. Et il y a vraiment, autant dans les thèmes qui sont abordés dans le jeu que justement dans, si on veut, les mystères qui sont à résoudre, c'est à la fois pathétique, un peu minable, mais en même temps tellement pur et tellement drôle, tellement bien pensé. Tu sais, la télévision communautaire, ça occupe une place particulière dans le cœur, en fait, de Joey Royal. C'est les animateurs de chaîne qui faisaient preuve d'une certaine audace dans la présentation de leurs produits. Tu sais, imaginez ça, là, vous avez sûrement déjà vu ça une fois dans votre vie, là, si vous avez grandi dans les années 90 ou même 80, là, les espèces de moments où vous aviez un poste à la télé, que c'était la télévision communautaire et c'était des entrevues avec des gens de la ville, des gens, des locales, des locaux, qui présentaient des choses qui, parfois, tu comprenais pas pourquoi ça se ramassait à la télé. Là. Le monsieur qui dit qu'il est capable de parler avec les plantes, la madame qui peut voir l'avenir dans le fond d'une tasse de thé, des choses comme ça. Et il y a vraiment cet esprit-là qui est reflété dans le jeu, autant dans la forme que dans le fond. Autant dans la mécanique que dans, on va dire, la présentation. Parce que la présentation du jeu, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. C'est très communautaire et c'est voulu comme ça. Parce que j'en ai déjà vu d'autres produits de Joey Royal. J'ai déjà vu ces autres produits qu'il a sortis, par exemple, justement pour DCC. Et on n'est pas au même niveau de mise en page. Et WHPA a vraiment un côté très, très sketch, très morceau de journal que tu as trouvé en dessous d'une botte mouillée, remplie de boue, dans lequel tu essaies de déchiffrer des informations pertinentes concernant un vendeur de pizza local qui pourrait peut-être mettre des produits empoisonnés dans ses pizzas pour transformer les gens en lézards géants. Vous voyez un peu le genre. C'est un peu ça, le WHPA. Et moi, je trouve ça incroyable. Mais je n'ai pas l'impression que les gens sont si vendus. Mais comme moi, les personnes qui aiment beaucoup ça, eh bien, ils aiment beaucoup ça. Et juste pour vous montrer un peu qu'est-ce qui venait avec le kit complet, on a bien sûr l'ouvrage de base. L'ouvrage de base qui est comme un peu la version de luxe du livre, avec la belle illustration sur le dessus, qui est un avant-goût de ce que vous pouvez incarner. Vous pourriez être
un homme déguisé en vampire qui aime ça parler de films d'horreur. Vous pourriez être un espèce de prédicateur, un genre de prêtre ambulant qui écrit l'amour de Jésus. Vous pourriez être un espèce de bonhomme qui fait de l'entraînement sur la télévision communautaire pour forcer les gens à faire de l'exercice. Vous pourriez même être un bonhomme qui a un petit dummy, vraiment une petite marionnette, et qui l'utilise pour ses entrevues. Et là, ça c'est vraiment le livre de base qui est très classique, mais à l'intérieur, mettons que je prends l'autre ouvrage, à l'intérieur c'est pareil, on est vraiment dans le... il a gardé en fait la même mise en page que dans les versions qui sont sorties précédemment du livre, les versions plus classiques. Donc, c'est-à-dire une mise en page très minimale. Ça ressemble à ceci. Vraiment juste du texte, de temps en temps une petite image qui semble avoir été collée avec une imprimante maison. Et de temps en temps aussi des espèces de petits encadrés qui vont représenter des pubs, de la publicité digne des télécommunautaires, un peu comme ceci. Vous voyez là, les espèces, pour ceux qui m'écoutent avec le visuel, les petits encadrés. Juste pour vous donner un exemple, il y a... Ah mon Dieu Seigneur. On annonce la relocalisation de l'entreprise d'hypnose de Fairhaven. Donc, vous devez maintenant appeler au 555-2629 pour pouvoir prendre rendez-vous et tenter de calmer vos habitudes de contrôle et améliorer votre relaxation. Et l'ouvrage est comme entrecoupé également d'annonces concernant les différents animateurs et différentes émissions qui passent à la télé communautaire. Juste pour donner un exemple, il y a, on dirait, la lecture des cartes du ciel, c'est classique, l'astrologie, qui est faite par Christobal, le mystérieux Christobal, grâce à en anglais, on va dire Crystal Bar. Donc, sa boule de cristal, la boule de cristal de Cristobal, qui est un espèce de lutteur mexicain qui tient une boule de cristal et qui peut faire la lecture des cartes du ciel. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et lorsque vous créez votre personnage, eh bien, vous devez définir plusieurs choses, comme par exemple, pour devenir un host, vous devez définir votre programme. Donc, qu'est-ce que vous animez à la télé communautaire? Et là, il y a plusieurs présentations, en fait plusieurs propositions. Vous pourriez parler de spiritualité, vous pourriez parler d'entraînement, des shows de variété, des livres de monstres, on dirait échange local, des intérêts particuliers, et le type en fait de programme que vous souhaitez animer vous donne certains pouvoirs ou certaines capacités, comme par exemple vous pourriez avoir des contacts dans la ville, connaître des gens bien placés, vous pourriez avoir accès à certains équipements que d'autres personnages n'ont pas, il y a certaines caractéristiques qui vont augmenter selon en fait ce que vous animez, et il y a aussi la possibilité de développer des talents surnaturels. Alors que la partie avance, si vous réussissez certaines actions durant le jeu, vous pouvez en fait développer des talents qui vous permettraient par exemple d'avoir une vision X-ray ou de parler avec les animaux, de faire de la lévitation, de la télékinésie. Ça va dans tous les sens. Donc on a le livre de base, on a une longue aventure qui se nomme The Life, Death and Undeath of Sherman Klimp, qui est comme possiblement un vampire selon les rumeurs, et il faut comme un peu enquêter sur qu'est-ce qui aurait pu mener à la mort et au retour à la vie de ce cher Sherman Klimp. Il y a également aussi une compilation qui se nomme We All Have Secrets, donc nous avons tous des secrets, avec une horrible couverture qui représente un pantin et rien d'autre, en noir avec le titre en dessous. Et à l'intérieur, en fait, c'est une compilation de plein d'affaires. Plein. Ça, je pense que c'est mon ouvrage préféré du jeu, outre le livre de base. Là. C'est une compilation d'un paquet d'outils et d'inspiration pour animer WHPA 13. Comme par exemple, il y a le Hot Dog Eating Contest. Donc, il y a comme une compétition, en fait, de mangeage de hot dog, et il y a des règles pour gérer cette compétition-là pendant que vous le faites, pendant que vous participez. Il y a des règles à respecter, et c'est fou. C'est fou dans la tête. J'aime tellement ça. Je trouve que c'est tellement fou comme... Joey Royal, il est complètement zinzin. Ce gars-là, il vient d'une autre planète. Il y a également un écran de maître. Oui, un écran de maître qui vient avec WHPA, qui est juste comme ça. C'est une espèce de TV cathodique avec les classiques barres de couleurs quand la télé ne fonctionne pas, avec un petit résumé des règles. Il y a également, parce que ce n'est pas tout, et non, il y a un gros document qui se nomme le WARP, le WHPA TV 13 Weird Atom Program Guide. Donc c'est un grand ouvrage comme ça, jaune,
encore une fois, d'une qualité discutable, mais d'un contenu incroyable. Et à l'intérieur, eh bien, on a tous les différents shows qui existent et qui ont existé dans la télé communautaire. Qu'est-ce que les spectacles, ou du moins qu'est-ce que les émissions abordent, c'est quoi le nom du show, qui l'anime. Comme par exemple, il y a un show, je prends un exemple comme ça. Le show, en fait, l'émission se nomme Bigfoot Legacy. Donc, on va dire l'histoire de Bigfoot, ok? C'est animé par Harry Henderson. Donc, c'est un petit clin d'œil à le film avec le Bigfoot chez les Henderson. Et Bigfoot Legacy, c'est une réalité, une télé-réalité thrillante qui suit en fait le cryptozoologiste Harry Henderson dans sa poursuite pour trouver son père, le fameux Bigfoot. Il est armé de technologie, d'un espèce de petit produit pour faire des tests d'ADN, et il s'aventure dans les endroits les plus sauvages pour trouver en fait qu'est-ce qui est arrivé de son père et pourquoi est-ce que son père l'a abandonné il y a de cela plusieurs années. Et la catchphrase, parce que chaque émission a sa catchphrase, c'est « Next time, Dad. Next time. » Donc, la prochaine fois, je vais te trouver, papa. Le Bigfoot. Fait que, ouais, c'est cela aussi. Weird-a-Ton Program Guide, qui est une compilation des émissions, mais également aussi de plusieurs publicités pour WHPA qui passent sur la télévision communautaire. Et ça va faire genre quasiment 25 minutes que je parle de ce jeu-là, mais c'est parce qu'il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire sur Public Access, et je pense que c'est le produit que j'ai préféré dans tout ce que j'ai reçu ces derniers temps, en termes de qualité, en termes d'expérience, en termes de vision, disons ça ainsi. Et finalement, ça vient aussi avec une petite carte où on aperçoit le fameux Joey Royal. L'homme derrière la légende, la bête, lui qui a créé WHPA, assis sur son divan, un collier au cou. Et il est marqué Joey Royal, qui est en fait le station manager de WHPA. Et voilà. C'est un très bel hommage à une race mourante d'artistes et à un média en voie d'extinction. Comme Joey le dit lui-même, ça ne parlera qu'à un petit nombre de gens, mais ça lui va. Une petite communauté, mais c'est une communauté forte, et il veut garder la flamme allumée. Restez bizarres, les amis. C'est ce qu'il dit lui-même. Dernier produit que j'ai reçu en version physique. Maintenant, pour les financements, parce qu'au moment où je sors cette vidéo, pour ça je voulais la sortir maintenant, parce que de un, j'allais avoir moins le temps plus tard, mais aussi parce que je voulais profiter du momentum actuel pour faire la promotion de quelques produits qui sont actuellement en financement, dont le prochain jeu de la maison d'édition Alnum 6 ou de Olivier, en fait, lui qui a fait Space Horror Story. Et il va sortir un jeu qui se nomme Un jour de plus. Un jour de plus, c'est un jeu de rôle post-apocalyptique dramatique. Le pitch, c'est « Prenez soin des enfants dans un monde à l'agonie. Saurez-vous les protéger un jour de plus ?» L'inspiration primaire demeure la route, donc le film, le livre, la BD, selon votre source de base. C'est vraiment de reproduire l'ambiance, l'enjeu et le ressenti dramatique et prenant d'une situation horrible dans laquelle on est des humains qui doivent résister à d'autres humains ou des dangers qui sont très tangibles et réels. Il y a des inspirations comme La vie est belle de Last of Us, Walking Dead, Little Miss Sunshine aussi également. Puis je comprends pourquoi, parce que l'objectif, c'est aussi la relation que tu entretiens avec l'enfant que tu protèges. C'est pas... Le but n'est pas non plus de comme vivre l'action, mais plus de vivre, si on veut, la survie sur le long terme. Il n'y a pas l'idée de reconstruire le monde. Il y a pas vous n'allez pas comme tomber éventuellement sur une situation miracle qui permet de remettre la vie en jeu et de sauver la civilisation comme on la connaît. Non, c'est vraiment pas ça. C'est survivre un jour de plus et les protéger les enfants que vous avez avec vous ou l'enfant qui est avec vous un jour de plus. Vous avez sombré dans la barbarie, vous avez possiblement mis fin à des jours de certaines personnes parce que pour survivre dans ce monde-là, il faut être capable de faire preuve d'une certaine violence, mais également aussi faire preuve d'une certaine empathie parce que l'objectif, c'est de sauver l'enfant qui est avec vous, de le garder en vie. Vous devez donc parcourir des terres dévastées, fouiner, trouver, chercher autour de vous tout ce qui pourrait vous être utile
Et c'est un jeu qui se joue en format mini-campagne. Donc 5-6 épisodes, mais c'est possible de faire des one-shots si on veut vraiment y aller intense d'un seul coup, bien que ça repose beaucoup sur la relation, ou du moins la difficulté qu'on va avoir au fil des parties. C'est un jeu que j'apprécie beaucoup dans son thème. Je trouve que c'est très cool. Je sais que ça va peut-être ça vient peut-être freiner les ardeurs de certaines personnes vu qu'il y a le sujet, on va dire, de l'enfance. Sauf que, comme Olivier le mentionne lui-même dans la description de la campagne de sous-financement, il n'y a pas l'idée d'y aller sur la violence. Ou si le but, c'est pas d'être graphique dans ce qui se passe. Si il est pour arriver quelque chose à la personne qu'on doit protéger, ça se passe hors champ. L'objectif, ce n'est pas de le vivre. L'objectif, c'est de ne pas se rendre à ce moment-là. Je trouve ça vraiment intéressant. J'aime beaucoup son approche. J'aime beaucoup une certaine sensibilité également qui est apportée pour pouvoir trouver une façon de justement présenter ce jeu-là sans pour autant enlever le peu d'humanité qu'il peut y avoir dans chacun d'entre nous. Et même si à la base, le concept, on s'imagine beaucoup la route, l'humain contre l'homme, le jeu propose également aussi des variantes pour pouvoir instaurer d'autres styles de jeu, comme par exemple, il a fait mention, je crois, je l'ai pris en note, là, une terre stérile, donc aucune plante, aucun champignon, il n'y a rien, tous les animaux sont morts de faim, les plantes mortelles, donc il y a vraiment quelque chose qui a changé les plantes, des organismes microscopiques, symbiotiques, qui a rapidement colonisé tous les végétaux et les animaux, dont les êtres humains qui approchent d'une plante subissent une attaque qui varie selon le type de plante. Il y a les non-morts qui sont vraiment des cadavres animés, vraiment plus classiques. Zombies, mais on est vraiment dans une contagion parasitaire d'origine inconnue. Et il y a la nuée, donc une nuisible insectoïde un nuisible insectoïde qui a émergé. On ne sait pas s'il s'agit d'un animal mutant ou d'un organisme extraterrestre. Et cette créature se comporte comme un criquet migrateur, mais il se déplace en nuée dense et en centaines de millions d'individus et il dévore absolument toute matière organique sur son passage. Donc, en gros, ça ressemble à ça côté thème, mais quand même, c'est ça un peu l'affaire, c'est que je voulais vraiment en parler dans cette vidéo-là parce que Olivier m'avait écrit concernant mon intérêt pour savoir si je voulais faire une vidéo sur Un jour de plus. Et malheureusement, là, je suis complètement débordé, puis je m'en vais bientôt, mais j'avais pas le temps. Mais je souhaitais vraiment au moins parler du jeu un peu dans une autre capsule, donc celle-ci. Et j'avais le goût au moins de mentionner que Olivier a vraiment cette approche-là que je respecte énormément, même si personnellement, je ne la partage pas nécessairement tout le temps dans ma pratique de jeu de rôle, mais lui a vraiment, dans son concept, dans son game design, la manière qu'il conçoit un jeu, il va intégrer toujours les mécaniques qui sont associées, en fait, au thème. Donc, les mécaniques sont intrinsèques au thème. On ne peut pas jouer à ce jeu-là sans les mécaniques qui sont instaurées dans le jeu. Juste pour vous donner un exemple côté mécanique, à quoi ça ressemble, eh bien, un personnage est défini par plusieurs choses. Il a son ancienne vie. C'était quoi sa profession avant? Son hobby. Est-ce qu'il était célibataire, marié? Est-ce que c'était un parent? Des souvenirs. Il va avoir plusieurs souvenirs qui est associés à son passé et qui permettent un peu de s'inspirer pour le jeu. Il y a ses caractéristiques qui sont échelonnées sur différentes échelles de dés. Donc, ça va de D8, D10, D10 et D12. Les 4 caractéristiques sont physique, minutie, perspicacité et présence. Il y a 3 types de domaines qui ont aussi également des chaînes de dés, D8, D10 et D12. C'est le danger, la route et le foyer. Lorsqu'un personnage souhaite accomplir une action, il va lancer un premier dé qui est représenté par sa caractéristique utilisée. Donc, est-ce que c'est le physique, minutie, perspicacité, présence? Si l'action elle est progressive, donc qui peut s'échelonner dans le temps et qui n'est pas comme dans un affrontement ou du moins dans une difficulté immédiate, c'est seulement un dé qu'on lance. Si il y a quelque chose d'autre, donc une action binaire où est-ce qu'il y a un danger qui est associé ou un danger ou du moins une action qui est associée avec un des domaines concernés, que ce soit le danger, la route ou le foyer qui représente un peu le noyau du personnage et de la personne qui le protège, eh bien là on lance 2 dés. Donc le niveau de dé de la caractéristique plus le niveau de dé du domaine concerné. Il peut avoir des malus ou des bonus qui sont plutôt associés aux états, aux outils, à la circonstance, un peu qu'est-ce qui se déroule, les complications qui se déroulent en jeu.
Un personnage peut faire appel à une mécanique qui se nomme l'entropie, qui lui permet d'avoir des bonus à l'action qu'il souhaite entreprendre, sauf que ces bonus-là, ça représente des jetons, en quelque sorte, que le meneur de jeu peut réutiliser par la suite afin de, on va dire, donner des contre-coups au personnage. Donc, il faut faire bien attention si on les utilise. Le joueur, l'adulte, va lancer ainsi 2 dés si l'action est binaire, juste 1 dé si l'action elle est progressive, donc dé de caractéristiques et possiblement le dé du domaine, et on calcule le niveau de réussite selon le score du dé le plus élevé, donc on prend en considération juste 1 dé, plus un avantage, plus un bonus, moins en fait le malus s'il y a de malus il y a, et le résultat final, si l'action était binaire et que le résultat est égal ou plus haut que le niveau de difficulté défini par le meneur de jeu, c'est une réussite. Si le résultat est en dessous, c'est un échec. Et si le résultat, en fait, si l'action était progressive, donc échelonnée sur le temps, eh bien, le niveau de réussite dépend, on va dire, est proportionnel à le résultat obtenu sur le dé. Et ça ressemble un peu à ça, mécaniquement parlant. Et j'aime beaucoup ça. Ça me fait penser un peu à Breathless de René-Pierre Desgilina et aussi également aussi à Duplicata un peu, mais c'est vraiment des mécaniques d'échelle de dés que j'apprécie beaucoup. L'idée de l'entropie, je trouve que c'est vraiment cool de jouer. J'aime beaucoup les mécaniques de push your luck, dans le fond, de tenter la chance, tester des choses pour espérer que ça fonctionne, et si ça ne fonctionne pas, eh bien, ou du moins, même si ça fonctionne, il peut avoir des contre-coups par la suite. Je trouve que c'est quelque chose de très, très, très intéressant que j'aime beaucoup utiliser dans des parties. Et encore une fois, ben, c'est vraiment très chouette. Pour vrai, Olivier, si tu écoutes cette vidéo, je trouve que c'est vraiment une très belle proposition. J'espère vraiment que la campagne va être un beau succès. J'ai beaucoup aimé les documents que j'ai vus pour l'instant. J'ai beaucoup aimé les fiches de personnages. J'ai trouvé que c'était très cool également. Si ça vous intéresse, il va y avoir dans la description de cette vidéo les liens qui mènent à la campagne de socio-financement. Vous pouvez y participer en fait jusqu'au 30 juin. Si je ne me trompe pas, vous avez jusqu'au 30 juin pour participer à la campagne de un jour de plus. Je vous encourage fortement d'aller voir. Et finalement, dernier projet également aussi qui est en socio-financement présentement, il s'agit de Sapa Inca Paititi, la cité perdue. Je vais en parler très brièvement, mais je vais aussi vous mettre en lien vers mes autres vidéos que j'ai fait sur Sapa Inca, qui était une de mes très belles découvertes de 2024. Un jeu de rôle dans lequel on incarne les Amashak, qui sont des espèces de agents secrets de l'Empire Inca dans une uchronie historique dans laquelle les conquistadors n'ont pas pris contrôle de l'Amérique du Sud comme ils le devraient. Ils n'ont pas mené un terme, en fait. Ils n'ont pas mené à terme l'existence du peuple Inca. Et au contraire, le peuple Inca a grossi, a pris de l'ampleur, s'est allié avec d'autres nations et tout ça pour devenir aujourd'hui quelque chose d'immense dans lequel les personnages vont incarner ces agents de terrain qui vont résoudre quelques conflits ici et là, partout sur les territoires Inca. Et en fait, Sapa Inca, le financement participatif pour cette suite de gamme, Paititi, la cité perdue, c'est pour 2 ouvrages. Il y en a un, c'est Paititi, qui est un livre de 224 pages qui va aborder l'Amazonie, territoire très cool, avec une campagne de jeu pour découvrir la cité de Paititi en 6 scénarios. Et également aussi l'Ordre des Amashak, qui est un ouvrage de 128 pages qui décrit en détail des nouveaux peuples jouables, les écoles des Amashak et des nouveaux scénarios. C'est vraiment chouette, j'aime ça. Je suis content de voir Sapa Inca continuer à vivre, je suis content de voir la gamme prendre l'ampleur. Encore une fois, c'est un thème que je vois jamais en jeu de rôle et j'espère vraiment que ça va être un franc succès et qu'il va y avoir des suites à ce projet-là. Si vous voulez en savoir plus, dans la description de la vidéo, encore une fois, les liens qui mènent à la campagne, mais aussi également à mes autres vidéos portant sur le jeu. Et voilà, ça conclut cette grosse vidéo quand même. Ouf, ça a été long. Grosse vidéo sur mes lectures, découvertes, choses qui m'ont intéressé ces derniers temps. J'espère que vous avez aimé ça. Je vous souhaite un merveilleux mois de juin. Si jamais je n'enregistre pas d'ici là, comme je l'ai mentionné, j'ai d'autres vidéos en banque quand même qui vont être en montage, qui vont sortir, mais j'espère pouvoir revenir rapidement à la passion du jeu de rôle très prochainement. Si jamais vous êtes dans le coin de l'Alsace, je me promène un peu, allez voir ici et là. Si vous avez des références, des endroits à me conseiller pour le jeu de rôle dans le coin de Strasbourg et autres, eh bien, je suis preneur. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.